Alors, qu'est-ce qu'on appelle ASC, hein? Ce sont effectivement l'ensemble des actions sociales et culturelles que peuvent engager les membres du CSE. Donc, on va en parler évidemment avec bienveillance et puis on va expertiser ce qu'on peut pas faire. Alors, si vous le voulez, un sommaire relativement pragmatique en quatre thématiques. On va passer en revue, si vous le voulez, le rappel sur les budgets du CSE, donc la différence entre le budget justement ASC et le budget de fonctionnement. On verra la notion dite d'obligation de préparation de son budget et de le valider en réunion CSE, c'est ce qu'on appelle les réunions préparatoires budgétaires. On verra par la suite les moyens de valoriser ces salariés par le budget, pas, par le biais, pardonnez-moi, du budget ASC. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec l'ASC à proprement parler. On va examiner un petit peu tous les moyens techniques, même si, à mon sens, c'est très pratico-pratique et très personnel à chaque établissement. On verra notamment si, par exemple, il relève plutôt de faire des attributions dites personnelles ou collectives. On verra cette question dans ce volet numéro 3 et nous finirons avec un sujet qui m'anime particulièrement puisque j'interagis beaucoup en responsabilité aussi. Et donc, on parlera de la fête de fin d'année, fête largement plébiscitée par les CSE français, mais qui sont des objets à responsabilité technique et directe du CSE, puisque l'organisateur engage sa responsabilité. J'appellerai votre vigilance en tant qu'organisateur d'une manifestation et notamment avec ce fameux sujet de la consommation d'alcool que bien souvent, bien sûr, on met en avant. Même si on peut se passer d'alcool, semble-t-il, à certaines manifestations, mais est-ce que les gens le peuvent vraiment? Donc, en tout état de cause, je vous démontrerai un peu ce qu'on peut pas faire, ce qui semble louable, ce qui semble sécurisant et sécurisé. Bref, je vous donnerai des petits conseils, des petits tuyaux pour vous en sortir. Alors, on commence, si vous le voulez bien, d'abord avec le rappel sur les budgets du CSE et cette différence entre l'ASC et le fonctionnement. Alors, pour faire simple, vous le voyez, j'ai mis plusieurs questions techniques pour y répondre au fur et à mesure avec vous. Donc, il faut savoir que le budget de fonctionnement du CSE, c'est le premier en général que l'on relate. Il n'est obligatoire dans une entreprise qu'à partir du moment où on est minimalement 50. Alors, gardez en tête que, une structure qui déciderait de mettre un budget de fonctionnement pour un CSE de moins de 50, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Alors, il existe une vieille technique qui consiste à donner un petit budget qui représenterait pas forcément grand-chose d'ailleurs, mais en vue de se dire que voilà, à partir du moment où j'ai donné un budget de fonctionnement à mon CSE, il n'a plus rien à me demander dans les missions qui seraient les siennes et dans les besoins qui pourraient être les siens. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Autant c'est un 0,2% de la masse salariale qui doit être versée pour un CSE pour plus de 50 collaborateurs, pour un moins de 50, libre à l'employeur de verser ce qu'il veut. Et donc, si effectivement la somme est risible, vous imaginez bien qu'il ne pourrait pas vous dire débrouillez-vous pour acheter votre équipement informatique, débrouillez-vous pour acheter vos besoins techniques, débrouillez-vous pour, je ne sais pas, vous payer une formation, etc. Ça, c'est pas possible non plus. D'accord? Donc, c'est où on est sur un plus de 50 et obligatoirement le budget de fonctionnement est prévu par les textes, donc 0,2% de la masse salariale, voire 0,22% si vous êtes à plus de 2000 personnes dans l'entreprise. Et pour les sociétés de moins de 50, si vous décidez de mettre en place un budget de fonctionnement, il n'en demeurera pas moins que la somme devra quand même permettre au CSE de pouvoir engager des dépenses forfaitaires. Et si tant et soit peu que vous mettiez moins que 0,2% de la masse salariale, il pourrait être demandé par le CSE de payer des choses additionnelles et complémentaires. Vous ne pourrez pas, l'employeur ne pourra pas dire, je vous ai versé un budget de fonctionnement, vous vous débrouillez avec. Non, c'est pas aussi simple que ça pour un moins de 50. Alors, petite précision, qu'est-ce qu'on fait du budget de fonctionnement? Parce que c'est souvent une question qui m'est revenue et donc je me permets de vous le dire aussi au milieu de ces expertises. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un budget de fonctionnement habituellement? Les thématiques qui font l'objet du budget de fonctionnement, c'est le remboursement des frais exposés par les membres du CSE dans leur mission technique d'accompagnement. Ce sera par exemple les frais kilométriques payés, les frais de restauration payés, les frais de nuitée d'hôtel si besoin payés. Donc, c'est tous les frais que vous engagez pour réaliser vos missions en tant que CSE et que vous faites rembourser par votre entité CSE. Deuxième moyen d'utilisation du budget de fonctionnement, c'est l'accompagnement technique par l'intermédiaire, justement, pourquoi pas de formation, d'accompagnement juridique, d'accompagnement économique et social, un expert à vos côtés pour vous répondre pratico-pratique sur toute question qui vous toucherait en matière de CSE, l'achat de manuels, l'achat d'abonnements sociaux, juridiques, économiques, l'accompagnement d'une expertise faite par un centre de formation qui fait beaucoup. Vous savez, ADN, c'est ceux qui le fait aussi d'ailleurs, au cas où. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le budget de fonctionnement. Troisième thématique aussi, c'est l'aménagement des locaux qui vous sont dédiés. Je vous rappelle que votre local est un local neutre. Donc si vous voulez y mettre une machine à café, je sais pas, un équipement vidéo Wi-Fi,
un tableau numérique, enfin ce que vous voulez en équipement technique, vous pouvez, hein. Alors attention cependant, dans la mesure où vous êtes dans la mise à disposition d'un équipement appartenant à l'entreprise, il faut évidemment que les équipements que vous mettiez à disposition soient des équipements sécurisés, donc achetés avec facture à l'appui. Je vous dis ça parce que parfois on entend des membres du CSE qui ramènent des effets personnels dans les locaux du CSE. Le problème, c'est que en cas d'incendie, en cas d'accident, en cas d'incident technique, la question de la responsabilité des équipements que vous avez mis à disposition de votre CSE se posera. Si vous avez une facture à l'appui, l'équipement est sécurisé par l'acte de vente. Si c'est un document que vous ramenez, enfin si c'est un équipement que vous ramenez de chez vous, si tant est soit peu qu'il ait une certaine ancienneté, l'accidentologie qui pourrait en révéler, malheureusement, pourrait vous être incriminée de plein fouet. Donc attention, on ne ramène pas ce qu'on veut comme on veut. Donc achat d'équipements techniques pour agrémenter effectivement votre local CSE, c'est aussi un des moyens d'utilisation du budget de fonctionnement. Enfin, un dernier moyen d'utilisation du budget de fonctionnement, c'est le sujet de la communication. Donc toute communication que le CSE aimerait engager sous la forme d'un site Internet, sous la forme de reprographie, sous la forme d'imprimerie, se passera aussi avec le budget de fonctionnement. À l'opposé, qu'est-ce que le budget de l'ASC? Quel est le budget de l'activité sociale et culturelle? Eh ben, comme son nom l'indique, là, vous êtes à la disposition des salariés, vous leur permettez de jouir d'un certain nombre d'avantages que vous allez payer. Alors, c'est très important ce que je vais vous expliquer désormais, mais comment dire, le principe, c'est que, on le reverra un petit peu plus tard, mais ce budget ASC, si vous voulez, vous allez devoir expertiser avec réalité et avec pragmatisme ce que vous allez en faire pour les salariés. Alors, c'est le débat, ce qu'on appelle l'orientation démocratique. Il y a des CSE qui préfèrent faire ce qui leur tienne à cœur. Il y a des CSE qui préfèrent interroger les collaborateurs pour que eux guident sur quoi vous allez investir votre budget. Bon, vous avez bien compris que la logique voudrait que ce soit les salariés qui orientent votre future organisation budgétaire. Si c'était vous, c'est ceux qui décideriez au nom de vos collaborateurs. Alors oui, vous avez une légitimité du fait du vote, mais bon, fondamentalement, il est préférable d'interroger vos salariés quant à savoir ce qu'ils préfèrent. Vous voyez, si l'organisation d'une fête de fin d'année, ça représente, je sais pas, 12 à 15% de personnes intéressées, va peut-être falloir se poser la question de savoir s'il faut maintenir ou pas cette fête, qui peut coûter de l'argent d'ailleurs, qui peut malheureusement revêtir une certaine problématique aux yeux des personnes. Hein, si vous dépensez 25% de votre budget œuvres sociales et culturelles pour une activité qui ne représente que 12 à 15% de personnes intéressées dans l'entreprise, on va dire que moralement et économiquement, c'est quand même difficile à accepter. Donc c'est pour ça que j'insiste, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, dans les activités œuvres sociales et culturelles, il est évident que vous allez devoir vous fier au positionnement soulevé par vos salariés dont vous êtes les destinataires directs. Alors pourquoi utiliser l'un et l'autre de ces budgets? Ben, fondamentalement, vous avez des frais à faire rembourser dans le cadre de votre fonction de CSE. Dans l'autre, vous êtes là pour essayer de redorer un peu le bien-être de vos salariés par le dispositif de paiement d'avantages. C'est deux sujets complètement différents. Le CSE doit avoir un budget autonome de fonctionnement. Le salarié doit bénéficier de certains avantages proposés par le CSE. En général, ce sont des avantages qui sont parallèles à des positions du CSE. Je rappelle que dans certains cas de figure, l'employeur peut vous demander d'orchestrer des sujets qui lui tiennent à cœur. Mais alors là, j'appelle votre attention, mais fondamentalement, si demain votre employeur vous dit, grâce à ce budget, j'aimerais que vous fassiez cela, je vous invite à dire non, hein. Vous n'êtes absolument pas armé au nom de l'employeur pour engager, entre guillemets, les sommes qui sont les vôtres. Vous avez, je prends un exemple, imaginons que vous avez une œuvre sociale et culturelle qui a été votée à hauteur de, je sais pas moi, 1% de la masse salariale. Votre employeur ne peut pas vous dire, voilà, vous touchez 1% de masse salariale, avec ce pourcent, j'aimerais que vous engagiez, je sais pas moi, des chèques vacances coûte que coûte. Bah, si vous décidez, vous, CSE, d'en mettre, tant mieux. Mais si l'employeur vous dit, vous le faites pour moi, c'est non. Ça, c'est pas possible. Ou il vous alloue une somme additionnelle. Donc, par exemple, il vous donne 1% de masse salariale et en plus, il vous dit, voilà, je vous rajoute une somme forfaitaire de 25 000 euros et avec ces 25 000 euros, ben, achetez ceci ou achetez cela. Et dans ce cas-là, il vous ajoute du supplément à votre budget initial. Et dans ce cas-là, ben, c'est plutôt le principe de moralité qui vous guidera à dire oui. Mais si tant est soit peu qu'il ait engagé pour vous 1% de masse salariale, mais que derrière, il vous dit, faites ci, faites ça pour moi, ça, c'est pas possible. Ah, vous n'êtes absolument pas l'arme de votre employeur, vous êtes autonome et l'employeur ne peut pas vous guider dans ce qu'il aimerait que vous fassiez avec ce budget. C'est votre budget à vous. Ce n'est pas le budget de l'employeur qu'il vous donne en vue que vous fassiez quelque chose pour lui. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un budget qu'il vous donne à vous et c'est le CSE qui décide tout seul de ce qu'il fait avec cet argent. Je le répète, cas exceptionnel, l'employeur vous donne une somme additionnelle à ce qu'il vous doit annuellement. Et dans ce cas-là, vous faites ce qu'il vous demande puisque vous avez décidé de lui rendre service. Alors, petite remarque, autant il est limité la notion de somme que vous versez au budget de fonctionnement du CSE, 0,2% de la masse salariale, autant pour ce qui est
de l'ASC, il n'y a pas de montant minimal légal. C'est-à-dire que chaque entreprise fait ce qu'elle veut. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit en deçà évidemment du 0,2. Il ne manquerait plus que la somme qui vous soit versée en œuvre sociale et culturelle soit moindre que ce qui vous est versé dans le cadre du fonctionnement. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui tournerait pas rond. Donc voilà, il faut au moins le même somme, même si fondamentalement on demande à ce que l'employeur mette quand même sur la table. Je vous rappelle que c'est des sommes qui sont largement exemptées de toute charge sociale, donc fondamentale, enfin de toutes. Je mets des parenthèses parce que vous allez voir que pour certains événements, il y a des charges sociales qui peuvent s'appliquer, mais que disons de manière sobre et de manière rapide, disons que là où l'employeur ne peut pas faire davantage comme il le veut, le CSE devient un outil réel à sa destination. Encore une fois, il n'est pas libre de lui dire fais-moi ci, fais-moi ça. Mais quelque part, c'est vrai qu'il y a un avantage réel qui peut être octroyé par l'intermédiaire du CSE. Donc, encore une fois, c'est deux budgets distincts, c'est deux budgets complètement autonomes, et l'employeur n'a pas son mot à dire sur l'utilisation de ce budget. Il en fait ce qu'il voudra. Je vous rappelle cependant qu'une fois par an, il faudra présenter le ratio économique pour montrer si vous êtes évidemment en excédent ou en déficit. En d'autres termes, si vous avez fait une justesse équitable de l'utilisation de vos deniers. Petite remarque sur les budgets, la question dite du transfert de reliquats, sujet nouveau grâce à la réforme dite CSE Macron. Je rappelle que jusqu'à présent, le budget de fonctionnement et le budget œuvres sociales et culturelles étaient totalement autonomes et non transvasables. C'est-à-dire que quand vous aviez un budget de fonctionnement qui n'était pas utilisé à son intégralité, il n'était pas possible de transvaser les fonds du budget de fonctionnement vers le budget œuvres sociales et culturelles. Alors aujourd'hui, ça a un petit peu évolué parce que si vous n'avez pas utilisé l'ensemble de votre denier, imaginons que l'œuvre sociale et culturelle, imaginons pardon, que le budget de fonctionnement représente 15 000 euros, que vous utilisez que 1 000 euros et qu'il reste 14 000 euros, on dira que 10% du reliquat existant pourrait être transvasé vers l'autre budget. Là, par exemple, 14 000 euros n'ont pas été utilisés, ce qu'on appelle un reliquat. 10% de 14 000 euros, ça fait 1 400 euros. 1 400 euros pourra être renvoyés vers l'œuvre sociale et culturelle. Je rappelle qu'il est exactement pareil de l'autre côté, mais en général, le budget de l'œuvre sociale et culturelle est largement utilisé. C'est bien sûr le budget de fonctionnement qui n'est pas toujours utilisé à son intégralité la plus totale. Voilà pour ce qu'on appelle déjà le fonctionnement du budget CSE du côté donc, de l'ASC et du fonctionnement. C'est les généralités, c'est l'introduction, si vous me passez l'expression. Nous allons passer en revue l'obligation de préparer son budget. C'est la slide suivante, le thème numéro 2, donc l'obligation de préparer son budget, vous allez voir. Mais avant cela, peut-être que nous avons des questions sur ce budget du CSE et sur la différence entre l'ASC et le fonctionnement. Merci Aziz pour, en tout cas pour cette première partie. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Est-ce qu'il y a des participants qui souhaitent avoir un peu plus de précision sur ce qui a été dit par notre expert Aziz? Pas de questions? Pas de questions apparemment. Si jamais vous avez des questions, je vous Faut pas invite, je avoir me peur. répète, à les noter dans l'onglet Discuter. Comme ça, nous allons Ouais, pouvoir y revenir par la suite. On peut bien. continuer, Aziz. Mais en tout cas, voilà, on a un retour de Franck. Non, c'est très clair. Ben, merci beaucoup, Franck, pour ce retour. Merci beaucoup, Franck. Alors oui, effectivement, dans ce cas-là, une fois qu'on a bien exposé ce que c'est que la différence entre le fonctionnement et l'œuvre sociale et culturelle, en général, c'est vrai que vous n'avez pas vraiment de questions là-dessus. Aujourd'hui, vous avez, surtout si vous avez été formé en attribution et fonctionnement, une information réelle là-dessus. En revanche, ce que vous ne savez pas forcément, c'est la partie que je vais vous donner maintenant. L'obligation de préparer son budget et de le valider en réunion CSE, parce que moi, je forme effectivement les trésoriers et les attributions et fonctionnement du CSE. Et alors là, j'entends un peu de tout et n'importe quoi. Je m'explique. Un trésorier, ce n'est qu'un ordonnateur budgétaire. Ça veut dire que l'ordonnateur budgétaire ne valide une facture que dès lors qu'il a une facture, mais qu'il a aussi l'autorisation de mise en paiement. Qu'est-ce que c'est qu'une autorisation de mise en paiement? Eh bien, ça veut dire que vous devez normalement avoir fait passer ce qu'on appelle un budget primitif au vote du CSE. Alors, je vais me permettre de me tourner vers celles et ceux qui ont une connaissance du milieu budgétaire associatif ou du milieu budgétaire communal, parce que c'est à peu près du même acabit. Vous le savez, normalement, quand on veut faire passer un budget, ou alors un budget d'État. Tiens, on a passé en revue il n'y a pas très longtemps le PLF et le PLFSS, le budget d'État. En fait, si vous voulez, ce sont des autorisations budgétaires. Ça veut dire que ce que vous avez connu là dans le PLF et dans le PLFSS, c'est exactement la même chose qui va se passer au CSE. Vous avez ce qu'on appelle des autorisations budgétaires pour dire on est d'accord pour la mise en paiement de tant d'argent pour ceci, tant d'argent pour cela. Alors, c'est moins compliqué, heureusement, au CSE, grâce à Dieu. Mais voilà, disons qu'il faut un budget primitif. Et donc, si je prends un exemple très simple, alors, pour pas rendre les choses trop techniques, on va partir du budget de fonctionnement. Parce que dans le budget d'œuvres sociales et culturelles, forcément, la somme est en général beaucoup plus importante et les dépenses sont plus subséquentes.
Mais fondamentalement, ça sera la même chose des deux côtés. Mais je vais vous donner des exemples concrets du budget du fonctionnement, vous verrez, c'est plus facile. Donc, imaginons par exemple que dans le cadre du budget de fonctionnement, dans le cadre du budget primitif, vous décidiez de dédommager l'achat futur d'une tablette numérique additionnelle à l'ordinateur qui a été mis à disposition par votre employeur. Je rappelle que dans chaque CSE, l'employeur doit vous mettre à disposition un outil informatique avec une imprimante connectée. Et de fait, voilà, vous avez un poste informatique au nom du CSE. Alors, je passe le détail de celles et ceux qui ont le droit d'utiliser leur outil numérique professionnel à des fins de CSE. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une autorisation express soulevée par l'employeur. Mais fondamentalement, imaginons qu'avec votre budget de fonctionnement, pour agrémenter un peu plus votre mission de CSE, vous décidez d'acheter, dans le cadre de vos missions, une tablette numérique pour que ça soit plus rapide, plus net, et peut-être même que vous puissiez travailler à tout endroit, si tant est soit peu que vous êtes beaucoup en déplacement, par exemple. Eh bien, cette tablette numérique, il faudrait encore une fois qu'un budget primitif soit voté à ce sujet. En d'autres termes, et c'est en plein dedans actuellement, on est au courant du mois de novembre en ce moment, et en général, on demande à ce qu'au courant du mois de novembre-décembre, vous réfléchissiez dans chaque CSE au budget de primitif, par exemple, sur le budget de 15 000 euros, budget de fonctionnement qui m'est alloué, je vais destiner maximalement 2 500 euros dans l'achat d'une tablette. Je pense que ce sera une très belle tablette à ce prix-là, mais voilà, 2 500 euros investis, proportionnés, mesurés pour l'achat d'une tablette. Alors, vous l'avez compris, on ne parle pas encore de somme exacte et on ne parle pas de prestataire avec lequel on bosse. On n'a pas dit qu'on allait acheter chez Darty une tablette Samsung nouvelle génération à 890 euros. On a juste dit, j'autorise le trésorier à mettre en paiement jusqu'à hauteur de 2 500 euros une facture attitrée sur le besoin fonctionnel qui consiste à acheter une tablette. Évidemment, dans le cadre de ce budget primitif, vous pouvez aussi établir l'ordre de mission qui consistera à dire qui va réaliser les devis et qui va finalement authentifier la somme terminale que l'on va payer. Alors, c'est un peu technique ce que je vous dis là, mais il faut bien comprendre que le trésorier n'a pas le pouvoir unilatéral de dire j'achète ça auprès de lui à ce prix-là. Ça, c'est pas possible. Il a une autorisation budgétaire qui lui est offerte par ce que l'on appelle le CSE, dans le cadre effectivement d'un budget primitif. Il est l'ordonnateur du CSE, il est le principal intéressé qui va passer en paiement, mais passer en paiement sur autorisation express d'un CSE qui lui a dit d'accord, d'accord pour passer jusqu'à 2 500 euros, voire même derrière, on lui a dit, trésorier que tu es, on te laisse l'opportunité de chercher jusqu'à trois devis, de nous proposer trois devis, et que ça sera en CSE réunion plénière que nous déterminerons avec lequel nous travaillerons, parce que, OK, on a dit jusqu'à 2 500 euros, OK, mais on préfère vérifier lequel des prestataires est le plus habilité à répondre à tes exigences à toi comme à nous. Donc, le budget primitif, vous voyez, c'est le fait de dire, le fait de dire pardon, à un trésorier, je te donne le droit de payer futurement une facture jusqu'à 2 500 euros, de lui donner le moyen de chercher par lui-même des prestataires et de faire finaliser une facture terminale. On peut aussi faire ça différemment. On peut dire, écoutez, vous, trésorier, vous allez payer la facture, mais nous créons une commission d'études techniques qui sera effectivement la commission, alors on appelle ça souvent la commission budget, c'est-à-dire au sein d'un CSE, on détermine si trois, quatre personnes ne veulent pas se dédier que à l'examination des demandes financières. Donc, par exemple, si vous créez une commission budget, ça veut dire que cette commission sera interloquée à chaque fois qu'une intervention de paiement devra être faite. Là, on sait qu'il y a une autorisation budgétaire jusqu'à 2 500 euros pour l'achat d'une tablette. Cette commission, l'un des trois ou l'un des quatre, va se soumettre à aller chercher les devis, va les exposer à son équipe. L'équipe va entériner le devis et va donner ordre au trésorier de payer la facture qui aurait été décidée par ces quatre personnes qui font partie de la commission budget. D'accord? Donc j'insiste, c'est très important. Souvent, ça ne se sait pas. On pense que le trésorier doit simplement avoir ce qu'on appelle une facture rappelant à l'URSSAF notamment pourquoi il a payé cette facture et où est parti l'argent, je ne sais pas moi, 2 500 euros justement qu'il a sorti de son compte. Eh bien justement, la facture ne suffit pas. La facture est juste la preuve que le trésorier a payé une facture, mais d'où vient cette facture? Y avait-il une autorisation express du CSE? Y avait-il un pouvoir donné par le CSE? Y avait-il une orientation volontariste du CSE? Ce sujet-là est un sujet qui souvent fait débat. Et j'insiste sur un deuxième point, le trésorier paye une facture, c'est pas forcément lui qui fait les devis, enfin du moins qui cherche les devis et qui entérine le devis optimal. Je vous le dis, souvent, on fait appel soit à une commission budgétaire qui analyse le bien fondé des devis, voire qui va chercher les devis et qui entérinera le bon devis à la fin. Et l'ordonnateur de la mise en paiement, ce n'est ni plus ni moins qu'un trésorier qui est là que pour payer une somme qui a été validée préalablement par une commission qui regarde au nom de son CSE le bien fondé de telle et telle démarche. C'est très important. Mais regardez bien le rétro-planning.
d'abord une orientation budgétaire, un débat primitif, un débat d'orientation budgétaire d'ailleurs, comme on l'appelle dans les engagements municipaux, hein, dans les communes, vous faites la même chose. On dit voilà, nous CSE, on est d'accord sur le fait de payer tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça, et on donne compétence, par exemple, à la commission budgétaire investie par nos pouvoirs pour examiner le bien fondé d'un devis en matière de tablettes, un devis en matière de prestataires techniques, un devis en matière de site internet, et c'est ces derniers qui vont analyser à hauteur de maximalement 2 500 € pour la tablette, 3 500 € pour le site internet, 4 500 € pour le prestataire technique, de décider avec qui on travaille, pour combien de temps, etc. Et donc, le trésorier n'est là que pour payer la facture terminale validée par cette commission budgétaire. Je le répète, parfois on ne donne pas de commission budgétaire, parfois on donne compétence au trésorier qui fait tout. Donc, il cherche les devis, il entérine le devis. Je trouve que c'est vachement polémique parce que seul, c'est pas problématique, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Je n'ai rien contre les trésoriers, au contraire, hein. J'ai beaucoup d'estime pour ces derniers qui le font à titre accessoire dans leurs activités professionnelles habituelles. Mais je le répète, on n'est jamais à l'abri d'un risque. Donc, il est préférable de se dire, voilà, je suis le trésorier, je paye la facture, mais je préfère que les devis soient ordonnancés par une équipe d'autres personnes. Surtout quand le CSE est large, hein. Quand vous êtes 10, 15 au CSE, c'est pas comme quand vous êtes 4 ou 5. Si vous êtes 4 ou 5, je peux comprendre que le trésorier fasse peut-être tout. Mais quand on est 10, 15, il ne faut pas hésiter à transvaser auprès de tous. D'accord? Donc voilà, cette partie dite obligation de préparer son budget. Donc, comme dit, hein, c'est pour ça que je vous ai parlé de nécessité de faire un budget primitif, de préparer une mise en paiement. Les règles de remboursement du CSE, alors là aussi, même chose, hein, c'est-à-dire que, petite précision, parce que je vous l'ai mis dans vos slides, mais disons que le débat d'orientation budgétaire, c'est aussi se mettre d'accord sur combien je dédommage de frais de remboursement. C'est-à-dire que là aussi, on va donner pour pouvoir au CSE de rembourser chaque facture, mais si tant est soit peu qu'on lui donne un protocole à suivre. On va dire par exemple que pour chaque collaborateur au sein du CSE, il y a un budget maximal de 325 € de frais exposés. Donc, ça veut dire que jusqu'à hauteur de 325 € par an, le trésorier est prêt à payer la facture que pourrait nous adresser un membre du CSE. Des factures kilométriques, des factures de restauration, des facturations de nuitées d'hôtel, si tant est soit peu qu'il ait dû dormir à l'extérieur pour des raisons de mission. En revanche, le barème doit être établi préalablement. Donc, en général, c'est le barème kilométrique fiscal qui prédomine. Et après, vous mettez un barème de dédommagement de repas, un barème de dédommagement des nuitées d'hôtel. Et je rappelle là aussi que l'employeur fait ce qu'il veut, le CSE fait ce qu'il veut aussi. Si vous voulez mettre un dédommagement repas à hauteur de 38 € pour le midi, alors que votre employeur vous donne un remboursement maximal de 25 €, c'est pas le problème de l'employeur, c'est votre budget, vous en faites ce que vous voulez. Mais la différence, c'est que vous mettez des budgets maximum par dépense. Pour la restauration du midi, 38 €, pour la restauration du soir, 45 €, la nuitée d'hôtel, 125 € et à Paris, 225 €, frais kilométriques selon le barème fiscal, et nous remboursons à hauteur maximale par salarié en cas de besoin de 325 € annuels pour les frais qu'il pourrait exposer. Par exemple, imaginons. Cette somme est préparée, c'est une somme budgétée, hein. Vous allez faire 325 fois le nombre de titulaires ou le fois de nombre de représentants, hein. On peut aussi imaginer que les suppléants puissent en bénéficier. Vous préparez cet argent qui devient une somme glacée, c'est-à-dire que cette somme, elle existe. Elle sera peut-être utilisée ou pas. Si ça se trouve, aucun des membres du CSE ne va utiliser les frais kilométriques et donc ne sera jamais remboursé. Donc, vous aurez un pécule préexistant dans la somme, ou alors, effectivement, tout le monde va l'utiliser. Dans ce cas-là, à la fin, la somme sera utilisée à son paroxysme. Il se peut aussi, bien sûr, qu'un des membres du CSE en ait l'utilité et l'autre non. Imaginons que le trésorier ait plus besoin de se déplacer que un autre membre du CSE de manière lambda. À ce moment-là, on peut aussi envisager que le transvasement de fonds se fasse d'un membre qui n'utilise pas ses frais vers un utilisateur extérieur. Le trésorier a besoin de plus de frais, 325, c'est pas assez, il faudrait 650 €. Un des salariés n'utilise absolument pas ses frais parce qu'il ne fait aucun déplacement, il peut transvaser ces 325 € à sa personne. Dans ce cas-là, il y a une note écrite par le membre du CSE vers le secrétaire pour dire je m'engage à ne pas prendre mes frais exposés dans mes missions puisque je ne fais aucune mission en extérieur. Et dans ce cas-là, je transvase mes fonds au trésorier. Et donc, on a une autorisation qui permet de faire jouir à ce trésorier non pas 325 € de dédommagement, mais jusqu'à 650 € de dédommagement. Voilà. Ça Merci va? Aziz. Nous avons une question d'Emmanuel. Nous sommes en Ouais. asso loi 1901 de moins de 50 salariés et notre CCN prévoit un budget de 0,5% de la masse salariale pour les œuvres sociales, mais pas Hmm. de budget de fonctionnement. Hmm. Doit-on préparer un budget pour les œuvres sociales? Pas obligatoire. Ah, alors oui, pardonnez-moi, je n'avais pas compris la question. Oui, bien sûr, Agathe, hein, il faudra préparer un budget primitif à chaque fois qu'il y a un budget. De toute façon, de manière générale, à chaque fois qu'il y a un budget, il faut le faire. Il faut le préparer, le budget primitif, quelle que soit l'organisation, moins de 50, plus de 50. Dès lors qu'on a un budget préexistant et qu'on peut engager des frais dans les œuvres sociales et culturelles, quel que soit le dispositif ou la typologie de l'entité qui nous anime,
en toute transparence et pour éviter les conflits moraux et voire juridiques et voire économiques, il vaut mieux avoir effectivement ce budget primitif. Je vais vous expliquer pourquoi, hein. Je peux vous donner un exemple concret. Prenons l'exemple d'un CSE où il y a un peu de friction. Imaginons qu'un membre du CSE, c'est tout à fait possible, hein, un membre du CSE, parce que c'est souvent sur dénonciation en plus auprès de l'URSSAF, hein, mais imaginons qu'un des membres du CSE estime que l'argent est mal utilisé au sein du CSE. Il estime que chaque facture est payée tout seul par le trésorier qui n'a jamais demandé l'accord du CSE sur les engagements financiers qui sont les siens. Il faudra bien à un moment donné se poser la question de savoir si la saisie de l'URSSAF se fait, de justifier pourquoi on paye telle et telle facture. Il n'y a pas de budget primitif, il n'y a pas d'autorisation du CSE. Donc, si vous voulez, même s'il y a des factures qui sont payées, c'est des factures factices. Moi, j'ai un cas comme ça d'un trésorier qui payait des factures à répétition de frais de repas qu'il organisait pour l'organisation des CSE, hein. Pour chaque réunion CSE, il faisait appel à... Alors, il y avait une réunion préparatoire suivie de la réunion plénière avec l'employeur. Lors de la réunion préparatoire, il y avait à chaque fois le versement effectivement de petits fours, de petits repas rapides et améliorés. Et il y a un membre du CSE qui s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi à chaque fois qu'il y a une réunion préparatoire, qui certes avait lieu pendant la pause de midi, mais à chaque fois, il y avait un repas qui était versé, il se demandait, mais d'où ils venaient ces plateaux à chaque fois, des petits amuse-bouches, etc. Et en fait, il s'est rendu compte que le trésorier en question, il avait pour frère un, comment dire, un responsable d'une société de traiteurs. Et en fait, voilà, c'était un avantage qu'il essayait de faire à son frère. Donc, chaque réunion, chaque mois, eh ben, il versait un 250, 300, 400, 500 euros de frais de bouche pour effectivement la réunion préparatoire. Alors certes, il avait la carte et certes, il faisait une démarche qui était peut-être salutaire pour les membres du CSE, mais fondamentalement, est-ce que les membres du CSE étaient pour? C'est pas parce que le trésorier veut faire que le CSE est d'accord pour le coup. Le choix du trésorier ne suffit pas. Et contrairement à ce que j'entends parfois, le trésorier est libre de payer ce qu'il veut jusqu'à hauteur de 500 euros et après ça, il a besoin d'une double signature. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est le fait de la mise en paiement. Que ça soit moins de 500 ou plus de 500, il faut qu'il ait une autorisation d'un CSE qui lui dit je suis d'accord pour que vous achetiez ceci, que vous achetiez cela. Le trésorier n'est pas libre de faire ce qu'il veut avec le budget du CSE. Il n'est pas le régulateur des fonds du CSE. Il est là pour payer des dépenses du CSE. Il est l'ordonnateur financier, mais pas le régulateur de fonds. Là, il n'y a que le CSE qui dit, voilà, moi, soit je le gère moi-même, soit je donne compétence à une commission budgétaire. Mais le trésorier ne fait pas la pluie et le beau temps sur l'argent qui lui est mis à disposition pour la gestion économique dont il est simplement le réceptacle, le garde-fou. Voilà. Merci Bon. Aziz. Peut-être peux-tu revenir sur la notion de budget primitif, puisqu'on avait une question si le budget primitif, c'était bien le budget prévisionnel. Ouais, c'est ça. Budget prévisionnel, budget primitif, budget préparatoire, hein, plusieurs terminologies applicables et louables. Donc oui, hein, le budget primitif, c'est le budget prévisionnel auquel effectivement on attache un montant maximal par dépense maximale. Donc voilà, dépenses je sais pas moi, en ordinateur, dépenses en frais exposés, dépenses en... Bon, ça c'est pour le budget de fonctionnement. Après, on a la même chose pour l'œuvre sociale et culturelle, mais c'est plus technique. Hein, si je mets par exemple le budget pour la fête de fin d'année, voilà, on met un montant maximal pour la fête, mais dans cette fête, vous allez subdiviser les sommes louables aux traiteurs, les sommes louables à la sécurité, les sommes louables, je sais pas moi, dans les éthylotest si vous décidez d'en acheter, vous voyez, et en fait, en fonction de toutes ces dépenses, vous mettez des montants maximum. Donc vous préparez des montants dits maximum. Le but étant de ne pas se faire surprendre par une facture terminale qui soit abusive ou disproportionnée et qu'on ne pourrait d'ailleurs pas payer à la fin. Donc c'est ça le principe, hein. Donc, mais vous avez raison, la terminologie ou la sémantique est juste. Euh, Budget prévisionnel, c'est la même chose que budget primitif. Merci Aziz. Si nous n'avons pas de questions, Aziz, je te propose de continuer. Mhm. Il y aura d'autres, je tiens à préciser, il y aura d'autres temps de questions-réponses. Ne vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, les moyens de valoriser ces salariés par le biais du budget ASC. Donc là, on a vu effectivement ce que c'était budget de fonctionnement, budget œuvre sociale et culturelle. J'ai appelé votre attention et votre vigilance sur l'obligation de préparer vos budgets en ASC comme en fonctionnement, même si j'ai pris des exemples en fonctionnement. Évidemment, il faudra préparer de la même manière votre budget ASC. Mais l'ASC, c'est plus technique parce que, eh bien, effectivement, les sommes ne sont pas tout à fait du même acabit. Hein, normalement, je vous dis, on a une somme en ASC qui est beaucoup plus importante que le budget que l'on a en fonctionnement. Et puis en dépenses fonctionnement, finalement, vous avez quatre thématiques, hein, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En œuvre sociale et culturelle, c'est totalement différent. Alors, on va regarder un peu tous les éléments et on va commencer déjà par les grandes orientations économiques du CSE s'agissant des ASC, puis on passera sur un arrêt du 3 avril 2024 qui a rendu obligatoire la notion de partage de tous les droits à l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté, et nous finirons sur les questions imposées aux salariés pour faire évoluer les ASC. Alors, les orientations économiques du CSE, alors je vais vous parler un peu de ce qui se pratique, hein, je vais vous évoquer un peu ce qui se pratique dans les ASC. Alors, dans les ASC,
Ça refera une sorte de concomitance avec la dernière question posée, les questions qu'on pose justement aux salariés pour faire évoluer les ASC. Mais déjà, la première question que doit se poser un CSE, c'est, avec son budget pour social et culturel, est-ce qu'il veut privilégier des événements économiques personnels ou des éléments économiques collectifs? Alors ça, c'est un grand sujet. Grosso modo, il n'y a pas de règle, si ce n'est ce que les salariés préconisent. Bon, habituellement, je dis bien habituellement, quand la société pratique des salaires relativement opportuns, en général, le CSE augmente les événements dits collectifs. C'est-à-dire qu'il essaye de partager plus de moments conviviaux avec les salariés plutôt que de leur proposer des sommes allouables à des manifestations d'ordre privatif. Je vais m'expliquer, hein, mais voilà, disons que c'est pas une science infuse, hein, mais fondamentalement, quand il y a des rémunérations plutôt attractives dans l'entreprise, on se dit, bon, bah voilà, l'employeur n'a pas forcément besoin, enfin du moins le CSE n'a pas besoin de surenchérir sur une espèce de complément au salaire qui n'a pas lieu d'être. Alors évidemment, hein, c'est pas très courant. J'ai eu la chance de former le CSE du groupe Google. Bon, bah, chez Google, voilà, il n'y avait pas forcément besoin que l'ASC mette en avant des événements individuels, hein. Les rémunérations étaient déjà relativement intéressantes, donc on a considéré qu'on pouvait largement promouvoir des activités dites collectives. Alors, ce n'est pas une science exacte, hein, même si les salaires sont attractifs, on peut aussi se dire, bon, bah, on va continuer sur des avantages individuels pour chaque collaborateur. Alors, un deuxième critère qui peut être reconnu aussi, c'est ce que l'employeur fait. Je le répète, le CSE n'est pas une arme de l'employeur, hein. L'employeur peut tout seul organiser des manifestations et assurer des avantages sociaux à ses collaborateurs. Donc, si par exemple l'employeur organise une fois par trimestre ou une fois par an une fête de fin d'année, est-ce que le CSE, pardonnez-moi, doit lui aussi organiser des fêtes pour réunir les collaborateurs et de faire donc des manifestations dites collectives? Pas forcément. Là, on s'apprête à fêter futurement le Beaujolais nouveau. Si l'employeur le fait, est-ce qu'il y a vocation à ce que vous organisiez, vous, en concomitance d'autres événements? Pardonnez-moi, c'est moi qui ai bougé mon ordinateur. Je suis désolé, il faut absolument que je fasse quelque chose. C'est parce que j'ai le rebord de mon ordinateur qui sort du bureau, pardonnez-moi. Donc, je disais qu'effectivement, là, il y a le Beaujolais nouveau qui va être fêté. À partir du moment où on a des manifestations de ce type qui sont organisées par l'employeur, est-ce que le CSE doit lui aussi organiser des manifestations privatives? Des organisations, pardonnez-moi, collectives. C'est un vrai débat. Alors, honnêtement, il n'y a pas d'orientation à suivre, hein. Chaque CSE fait ce qu'il veut. Moi, je préconise, c'est mon avis, hein, de mon expertise actuellement, et vu les risques que cela peut créer, d'ailleurs, on verra ça dans la dernière partie de la formation, du webinaire du jour, mais à mon avis, des manifestations, c'est dangereux. Après, voilà, je vous parle en tant que praticien du droit, moi, je vous parle en tant qu'expert en responsabilité. Voilà, moi, je conseille, c'est mon avis, ça n'engage que moi, il y a pas d'obligation, hein. Moi, je vous dis juste que des manifestations collectives, c'est dangereux. Donc moi, les grandes orientations économiques, c'est plutôt on privilégie le privatif. Et dans le privatif, bah, vous avez ce qu'on appelle les manifestations dites organisées, ce qu'on appelle les ASC plafonnés, et vous avez bien sûr les ASC non plafonnés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous le savez, il y a des plafonds qui sont tributaires de chaque année. Par exemple, pour l'année 2024, c'est 193 euros par événement. Donc, des événements marquants qui frappent l'année, qui frappent des événements permettant d'avantager des salariés selon des complaisances particulières. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est le fameux dispositif du chèque cadoc. Alors, vous le savez, hein, le CSE est habilité à pouvoir verser des chèques cadoc à des événements très précis. Alors, ce sera évidemment pour la fin d'année le fameux chèque cadeau pour l'événement de la fête de fin d'année, pour la fête. Alors, je n'utilise pas le terme fête de Noël parce que vous savez que c'est un sujet un peu tabou en France, eu égard à ce qu'on appelle le phénomène religieux qui rentre en concomitance avec ce propos. Donc, la fête de fin d'année et l'événement de la fête de fin d'année permet effectivement au CSE de pouvoir allouer un chèque cadeau à hauteur de, par exemple, 193 euros maximalement pour le salarié, mais aussi de 193 euros pour un enfant de moins de 16 ans. Il peut aussi allouer ce type de chèque cadeau pour la rentrée des classes, hein. Je vous rappelle qu'il peut prendre en charge un certain nombre d'équipements techniques à hauteur de 193 euros aussi pour un enfant de moins de 16 ans. Ça pourrait être l'occasion également de la fête dit, alors là aussi, hein, fête du parent 1, fête du parent 2, une nouvelle terminologie utilisée, mais même si on parle plus généralement de la fête des pères et de la fête des mères, on aura aussi l'événement du mariage ou du Pax, qui là aussi permet d'avoir un plafonnement à 193 euros sous la forme d'un chèque cadeau. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça ce qu'on appelle les événements ASC plafonnés. Ce sont les événements qui connaissent un plafond maximal par événement. Et alors, je vous rappelle la règle parce que souvent on s'y trompe, mais c'est le montant
de 193 euros. C'est celui qui a été édicté pour l'année 2024, hein. Chaque année, il est revalué à la hausse. Là, on est à 193 euros. Si ça se trouve, on va monter à 195, voire plus pour l'année 2025. Mais si vous voulez, ce montant plafonné, chaque année augmente et c'est pour chaque événement que le montant est allouable. Si dans la même année, vous avez un mariage, vous avez une naissance, vous avez pour un autre enfant une rentrée des classes, puis vous avez deux Noëls à fêter pour deux enfants, le premier qui vient de naître et celui qui était déjà en école. Ben, chacun de ces événements permettrait l'attribution d'une somme forfaitaire de 193 euros par événement. Et c'est l'addition. Souvent, on commet cette erreur. Bon, voilà, la règle est simple, c'est que ce n'est pas 193 euros à l'année, c'est 193 euros par événement. D'accord? Déductible, enfin, pardonnez-moi, non soumis à charge sociale, parce que là aussi, on me dit souvent, mais donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de verser plus de 193. Ben, on peut verser plus de 193. Mais si vous versez plus de 193 euros, à partir de 194 euros, le premier euro là, qui dépasse les 193 est soumis à charge sociale que vous devez payer auprès de l'URSSAF. C'est ça la règle. Donc, en général, on n'a pas envie de payer la charge sociale. On se dit, voilà, on ne dépasse pas les 193 euros, ce qui est déjà un beau cadeau, par événement qui plus est. Donc, voilà, c'est pas rien. Et habituellement, c'est un chèque cadeau qui est versable. Contrairement à des événements qui sont non plafonnés, et qu'est-ce qu'on a comme événement non plafonné? Ben, vous avez le célèbre chèque vacances qui, je le rappelle, est quand même le moyen, entre guillemets, d'avantage ASC le plus privilégié de France, hein, puisque lui, en revanche, n'est pas plafonné. Là, vous allez verser une somme forfaitaire qui est un chèque vacances. Alors, avec ou sans participation des collaborateurs, qui n'est pas obligatoire, hein. Je rappelle que vous pouvez très bien verser 100% de la somme à un collaborateur en chèque vacances. Alors, il y a beaucoup de CSE qui font participer le salarié, qui disent vous donnez 10, on donne 20. Vous donnez 20, on donne 40. On donne le double de ce que vous donnez. Il y en a qui font ça. Moi, je trouve que c'est vachement chaud au niveau économique et budgétairement à faire, parce qu'on ne sait jamais combien peut demander ou combien peut mettre sur la table un salarié. Moi, je préconise, après encore une fois, hein, ce sont mes précisions à moi, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je préconise que la somme soit plafonnée par une somme directe, peut-être au regard de comment dire, de votre existence dans l'entreprise, que vous soyez un salarié, que vous soyez un technicien ou que vous soyez un cadre, la somme ne soit pas forcément la même, hein. En général, plus on est bas dans la classe sociale de l'entreprise, plus on touche un chèque vacances revalorisé, genre 400 euros quand on est salarié, 300 euros quand on est technicien, 200 euros quand on est cadre. Par exemple, hein, c'est pas... il y en a qui mettent à tous les stades le même montant, hein. Je veux dire, après, je vous dis, c'est une politique sociale personnelle que vous établissez, ça c'est vous qui voyez. Bon, voilà, ce sont des choix orientés. La seule remarque que je voudrais vous formuler, c'est que, évidemment, ce chèque vacances, encore une fois, sans participation directe des salariés, c'est plausible. Mais en revanche, et c'est ça qui est très important, c'est l'arrêt du 3 avril 2024, cet arrêt qui va révolutionner la notion d'ancienneté. Alors, si vous voulez, avant les OASC, on disait souvent, elles sont applicables, ces démarches dites davantage ASC, que lorsque le salarié avait minimalement 6 mois d'ancienneté. Alors, c'était même le guide de l'URSSAF 2023 qui l'indiquait. C'est-à-dire que même l'URSSAF, alors c'est quand même pas rien l'URSSAF, hein, c'est quand même l'agent contrôleur des abus perpétrés en matière sociale ou économique par les ASC, enfin par les CSE, mais aussi par les employeurs et par les associations. Donc il est quand même le régulateur des mauvaises gestions budgétaires. Mais je rappelle que même eux considéraient, et dans leur sein, parce que j'ai formé moi-même plusieurs URSSAF de France, je sais qu'ils pratiquaient régulièrement cette notion du 6 mois d'ancienneté, semble logique, parce que bon bah voilà, se dire que chacun a droit à tous les avantages en dépit du fait qu'il ne soit qu'en période d'essai, c'est quand même surprenant. Et donc, on s'était dit et que voilà, tous les avantages n'étaient octroyables qu'à partir de 6 mois d'ancienneté, ou certains en tous les cas. Genre, vous bénéficiez par exemple bah, de chèques vacances à partir du moment où vous avez 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Eh bien là, vous voyez, avec cet arrêt du 3 avril 2024, c'est la Cour de cassation, la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui va justement aller à l'encontre de la position de l'URSSAF. Alors, pour votre information, l'inspection du travail, déjà par le passé, était contre l'URSSAF sur cette démarche. L'inspection du travail, interrogée sur le sujet, disait, mais non, mais nous, on ne considère pas que l'ancienneté a une valeur, hein. Chaque salarié a droit à tous les avantages, quels qu'ils soient, quelle que soit son ancienneté, quel que soit son temps d'existence dans l'entreprise. Et pourtant, je vous le dis, l'URSSAF considérait que la différenciation objective de traitement était acceptable, hein. C'était deux statuts différents, un nouvellement employé, un ancien salarié, 6 mois d'ancienneté minimalement. Juridiquement, ça se défendait. L'arrêt du 3 avril 2024, l'arrêt, pardon, du 3 avril 2024, pardonnez-moi, il y a une erreur, hein, 3 avril 2024, hein, pas 3 avril 2004, c'est 3 avril 2024. Donc, c'est effectivement un arrêt qui est révolutionnaire, puisque aujourd'hui, vous devez clairement mettre en place une égalité de traitement pour tous les salariés. Alors, pour votre information, il y a une largesse autorisable jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, jusqu'au 31 décembre 2025, vous êtes
je dirais pas autorisé à encore pratiquer des ruptures d'égalité de traitement, mais presque. Si demain un agent de l'URSSAF vient et voit que vous pratiquez cette différenciation objective, eh bien malheureusement, il vous dira de stopper cela sous un délai de jusqu'au 31 décembre. C'est eux-mêmes qui ont édicté la règle. C'est jusqu'au 31 décembre 2025, autorisation des ruptures d'égalité de traitement pour conditions d'ancienneté. Mais à partir du 1er janvier 2026, si vous n'êtes pas respectant cette règle, vous serez condamné à ne pas bénéficier des exemptions sociales proposées par l'URSSAF. En d'autres termes, si jamais on venait à faire un contrôle à partir du 1er janvier 2026 et qu'on voit que vous utilisez bien des critères d'ancienneté pour différencier les salariés dans leurs œuvres sociales et culturelles, on pourrait vous demander de payer les soi-disant charges sociales exemptées. Donc, par exemple, voilà, jusqu'à 193 euros, vous n'avez pas besoin de payer de charges sociales sur vos chèques cadoc. Eh bien là, vous devrez les payer coûte que coûte, parce que justement, vous n'avez pas voulu répondre aux exigences légales. Alors, cet arrêt du 3 avril 2024, je rappelle que même votre employeur aurait dû vous signaler la formation technique tellement que c'était important. L'inspection du travail demandait notamment à ce que l'employeur transvase l'information de cet arrêt mythique, important, très très important pour la gestion des deniers de vos ASC. Donc encore une fois, plus de différenciation de traitement. Alors en revanche, évidemment, et c'est logique, si le salarié est là depuis moins de 2 mois, et que les chèques vacances sont versés et qu'il n'a pas fait partie de la campagne d'obtention de ces chèques vacances, il devra obtenir à concomitance et à due concurrence de sa fréquentation dans l'entreprise, c'est-à-dire 2 mois, à la valorisation soit d'un chèque vacances. Donc pour un an, on touche 300 euros. Pour 2 mois, on touchera 300 divisé par 12 multiplié par 2, c'est-à-dire au nombre de mois fréquentés. Pas forcément en chèque vacances, mais en équivalent. Ça pourrait être par exemple un panier garni à hauteur de 2 mois de valorisation d'un chèque vacances. Ce serait le moyen de compléter cette rupture d'égalité de traitement existante. Voilà pour cette partie qui, en général, amène beaucoup de questions. Donc, je crois, Agathe, que tu en as à m'en poser. Exactement. Alors, nous avons une première question. C'était une question en lien avec les chèques CADOC, si je ne me trompe pas. Ouais. Non limité par nombre d'enfants, point d'interrogation. Non limité par nombre d'enfants. Si on a 8 enfants, c'est 8 enfants. La seule règle, c'est qu'il faut qu'ils aient moins de 16 ans. Ouais. Merci. Attention, hein, il y a une précision quand même à soulever. Alors, je rentre un peu dans la technique, mais il faut bien sûr que le CSE ait eu connaissance, et c'est toute la problématique de l'information familiale que le salarié doit transmettre à son CSE. Hein. Vous savez que le calcul budgétaire, hein, c'est quand même pas rien quand vous avez, bon là j'ai abusé 8 enfants, bon c'est possible, hein, mais fondamentalement, voilà, je veux dire, je vous rappelle, on a parlé de calcul primitif tout à l'heure, de budget primitif. Il est évident que ça, c'est un calcul que doit faire le CSE. Il faut qu'il ait connaissance préalablement de la constitution familiale de chacun de ses collaborateurs et de préparer le budget en conséquence. Voilà. Merci Aziz. Est-ce que ces 193 euros peuvent être payés en chèque tout court? Alors, ouais, c'est possible, mais alors, attention, c'est pas tout à fait comme on le croit. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner un exemple très concret. On a décidé de valoriser la rentrée scolaire d'un scolaire. D'un enfant de moins de 16 ans. Hein. Il peut y avoir dans les événements à considération enfin, dans les événements permettant justement l'obtention d'une gratification à hauteur maximale de 193 euros, il peut y avoir l'événement de la rentrée scolaire pour un enfant de moins de 16 ans. Eh bien, il serait possible non pas de verser un chèque CADOC, mais de dédommager à hauteur de 193 euros une facture liée à la rentrée scolaire, mais qui doit être présentée par le salarié au CSE. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, Dans le cadre de la rentrée scolaire, vous devez acheter, alors je ne sais pas si c'est d'actualité ou pas, mais moi je me rappelle d'une calculatrice extrêmement chère qui s'appelait la TI 92 Plus. C'était une espèce de plateforme, comme une Game Gear pour ceux qui ont connu ça à l'époque, hein, le jeu vidéo Game Gear, la petite plateforme. Et à l'époque en France, c'était plus de 1 000 francs. Donc j'imagine aujourd'hui qu'elle doit coûter encore plus cher. Et je me dis que voilà, techniquement parlant, une facturation, par exemple, une calculatrice de ce type, elle est à plus de 193 euros. On peut dire, voilà, j'ai payé cette facturation pour la rentrée scolaire de mon fils. J'aimerais effectivement le dédommagement financier sous la forme d'un chèque qui me sera versé pour rembourser ce phénomène. Il faut rapporter 2 preuves. Il faut rapporter que la facture a été payée au nom d'un jeune homme scolaire. On ne va pas aller plus loin, la TI 92+, on a un fils qui a 16 ans, qui est en terminale S, ça semble justifié. Et deuxièmement, effectivement, que la facture soit d'aplomb, évidemment une facture d'aplomb, c'est-à-dire une facture datée dans la périodicité même du mois de septembre 2024, puisque c'est dans le cadre de la rentrée scolaire. Donc si c'est fait en 2024, ça doit être fait en septembre. Si vous ramenez la facture en décembre, si elle date de décembre 2024, ça ne collera pas. Hein. Voilà. Merci Aziz.
Nous avons également une autre question. Est-ce qu'une carte cadeau d'un magasin est la même chose qu'un chèque cadoc? Peut-être que tu peux apporter une précision sur le chèque cadoc. Non, la carte cadeau d'un magasin et un chèque cadeau, c'est du même acabit, sauf que quand vous faites une carte cadeau d'un magasin, vous plafonnez, vous restreignez l'utilisation de la carte. Puisque, voilà, si vous avez une carte cadeau, si vous avez une carte cadeau très précisément, on va utiliser la bonne terminologie. La carte cadeau, c'est une carte cadeau, par exemple, je sais pas moi, des magasins Marionneau, sans faire de promotion pour Marionneau, hein, mais voilà, vous avez une carte cadeau Marionneau pour Noël à hauteur de 193 euros, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que vous allez dédommager financièrement parlant jusqu'à 193 euros un collaborateur qui aimerait acheter un parfum, parce que Marionneau, il y a de fortes chances que ce soit du parfum. Et donc, dans ce cas-là, on peut acheter jusqu'à 193 euros de parfum dans ce magasin. Mais c'est stricto limité à ce magasin. Alors qu'un chèque Cadoc, c'est un partenariat avec. En fait, si vous voulez, il y a une enseigne Cadoc qui a un partenariat avec un certain nombre d'enseignes nationales. Et en fait, quand vous achetez la carte Cadoc, vous savez que vous êtes libre d'aller dans n'importe quel magasin diligenté et supervisé en contrat avec Cadoc, de manière effectivement à pouvoir aller chez eux. Vous pourrez utiliser 100 euros par exemple chez l'un et 93 euros chez l'autre. Si vous êtes à 193 euros, hein, je n'ai pas dit que le montant, et je voudrais juste pas que vous vous trompiez, c'est pas 193 euros à chaque fois. C'est maximum 193 euros. Il y a des sociétés qui ne donnent pas plus de 120, 130, 110, voire même 60, voire même 50, voire même 40 euros, hein. Je veux dire, ça dépend des budgets que vous avez. Et le montant max, c'est 193. En général, on se débrouille pour aller au plus proche de ces 193 quand même. Merci Voilà. Aziz. Nous avons une question de Franck. Nous utilisons des chèques illicados qui ne sont pas liés à des fêtes calendaires. Est-ce légal? Alors, bah, le problème, c'est que les chèques, enfin les cartes Idicado que vous utilisez en dehors des événements peut devenir effectivement problématique. Parce que s'il n'y a pas un événement particulier, c'est compliqué quand même de justifier la carte que vous avez mis. Euh, Très honnêtement, c'est pas le bon plan. Je vous invite, si vous faites des cartes Idicado, à transvaser ces reliquats sous la forme de chèques vacances, mais pas en carte. Parce que la carte, elle doit être associée à un événement social. Et si l'événement social n'existe pas avec la carte, vous la remettez à un événement social. Fête de fin d'année, rentrée scolaire, événement familial, il faut qu'il soit remis. Après, il peut être utilisé à d'autres moments. Mais si la carte, vous la remettez à n'importe quel moment de l'année, ça, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Très honnêtement, je vous invite à pas le faire. Il y a certains agents d'URSSAF qui sont très regardants sur ça, d'autres non, hein. Il y en a qui, par exemple, ont un reliquat budgétaire à la fin de l'année et qui transforment ça en carte illico. Ça, j'ai vu deux positions différentes de l'URSSAF. Une position qui dit ben, c'est un reliquat financier, mais ce n'est pas parce qu'il y a un reliquat financier qu'on transvase ça en carte cadeau pour ses salariés, parce que c'est une espèce d'avantage nature maquillé. Ou alors, effectivement, dans ce cas-là, il y en a qui sont effectivement, au demeurant, ils ne vont pas trop loin et qui se disent bon, bah voilà, c'est un complément de la fête de fin d'année. Les cartes sont remises à Noël et pour les vacances. Petite précision pour toi, Aziz. Ah oui, bon, alors là, ça va. Là, c'est bon. Pour les vacances, c'est moyen. Pour les vacances, c'est moyen parce qu'il n'y a pas vraiment de fête. Pour Noël, c'est bon. Mais pour la période dite des vacances, j'invite fortement. Alors, soit on donne plus à Noël et on fait le transvasement pour que ça soit utilisé entre Noël et les vacances, si on est à 193 euros maximalement. Et si effectivement c'est plus de 193 euros, il faut faire une partie en chèque cadoc et une autre partie en chèque vacances. Comme ça, au moins, la question ne se posera plus. Parce que s'il n'y a pas d'événement, ça va être compliqué. Je le répète, il faut un événement. Merci Aziz pour ces précieux conseils. Nous avons également une question d'Emmanuel. Nous donnons des chèques vacances aux salariés qui sont présents dans l'association au jour de la distribution. Est-ce légal? Alors, c'est légal, mais maintenant, ça va changer. C'est-à-dire que pour le coup, j'imagine, parce que là, vous l'expliquez effectivement avec voilà, une existence au jour de la présence effective dans l'établissement, mais j'imagine que voilà, il faut minimalement 2, 3 semaines avant quand vous les commandez. Donc, vous dites ils doivent être présents au moment des faits quand ils sont distribués, mais c'est dans le sens où ils sont là déjà depuis minimalement 3 semaines. Imaginons demain que votre collaborateur signe un contrat la veille lundi alors que vous remettez mardi. Il ne rentre pas dans les effectifs, vous n'avez absolument pas envisagé sa présence, et c'est normal. Bah, c'est là où effectivement l'arrêt du 3 avril 2024 change la donne. Vous allez devoir le dédommager de sa présence effective sur le site sans avoir le bénéfice de ces avantages qui, encore une fois, semblent louables. Parce que bah, vous les avez commandés il y a 3 semaines en arrière, c'est normal qu'il faille un temps pour les avoir. Sauf qu'au moment où il est arrivé, bah, la distribution s'est faite, et ben il va falloir le dédommager de la journée. C'est théorique, hein, mais la journée où il était présent et où il n'a pas eu d'avantage en lui-même. Merci Aziz. Je te propose une dernière question avant de continuer. Une personne qui arrive au 1er décembre dans l'entreprise aura-t-elle droit à l'ensemble de nos modalités type chèque vacances? L'entreprise comblera-t-elle au niveau budgétaire? Point d'interrogation.
Ouais, ouais, non, effectivement, hein, même s'il arrive au 1er décembre, il aura le droit à tous ces avantages. S'il est présent au moment où vous faites les commandes, et effectivement, si au pire des cas, il n'est pas là au moment où vous faites les commandes, mais que vous remettez entre le moment où il arrive et le moment où vous les versez, hein, imaginons que tous les avantages arrivent au courant du mois de décembre au compte-gouttes, lui, il aura le droit au dédommagement financier qui va de pair avec chacun des événements. Et comment ça s'articule? Ben, c'est tout simplement parce que l'employeur, normalement, alors c'est toute la difficulté, hein, il régule en général la présence effective d'un nouveau collaborateur à N+1. Hein, il vous dit, voilà, j'ai versé mon... en fait, en général, hein, il verse une somme entre le 1er janvier et le 1er mars de l'année 2024, par exemple, en vue de permettre à ce que vous puissiez payer la somme forfaitaire à chacun des collaborateurs, la somme masse. Mais si vous avez des nouveaux collaborateurs qui arrivent au courant de l'année 2024, eux ne sont pas encore pris en compte. Alors, il y a des CSE qui obtiennent des fonds améliorés en plein milieu d'année, c'est-à-dire qu'on donne la valeur du pourcentage par la présence effective du collaborateur. Donc, il est là depuis un mois, on donne la valeur vénale de la masse salariale recalculée avec sa présence effective nouvelle. Donc, c'est une petite soulte, mais qui permettra de dédommager financièrement ce salarié avec des avantages qu'il n'aurait pas perçus. Et pour d'autres, c'est l'année N+1. Alors, on dit en général au CSE d'avancer les frais. Il faut qu'il ait le budget, hein, c'est toujours le même débat, hein, il faut qu'il ait le budget pour avancer les frais, pour lui permettre d'obtenir les grâces économiques qui sont déjà versées à tous les autres, à la hauteur de sa présence effective. Je le répète, un chèque vacances de 285 euros versé à Noël, ça ne passera pas à la hauteur de 285 euros pour un salarié qui est là depuis moins d'un jour. Forcément, on va le dédommager, enfin il est là depuis un jour ou 2 jours, on va le dédommager à la valeur vénale de sa présence effective dans l'établissement. C'est naturel qu'il n'ait pas les mêmes sommes. Donc, il faudra lui allonger la somme budgétaire qui va de pair pour ces 2 jours. Mais cette somme qui va être avancée par le CSE doit être dédommagée par l'employeur ou carrément payée par l'employeur sans avance du CSE. Ça va dépendre de l'organisation économique. Là, normalement, avec l'arrêt du 3 avril 2024, chaque employeur devrait réguler la somme de ce qu'il doit à son CSE au mois, eu égard à la présence effective de salariés. S'il y a une société qui embauche régulièrement tout au long de l'année, il faut qu'elle réajuste tous les mois. Malheureusement, vous savez bien que si jamais il perd des salariés au fur et à mesure de l'année, là aussi, on doit récupérer le fonds, même si habituellement les employeurs délaissent ces fonds, hein. Ils ont versé une somme en début d'année, le salarié a quitté l'entreprise entre-temps. C'est très rare que les employeurs récupèrent les fonds. Ils pourraient en avoir le droit, mais ne le font en généralement pas. Voilà. Merci Aziz. On espère que nous avons pu bien répondre à votre question. J'avais dit que c'était la dernière question, mais finalement, il y a une petite question qui s'est glissée entre-temps. Ouais. On peut peut-être aborder ce sujet avant de continuer, si ça te va, Oui, Aziz. bah, on peut, on peut. Alors, c'est une question de Julie. Nous distribuons des chèques vacances 2 fois dans l'année, au mois de juillet et à la fin de l'année, en prenant en compte les membres présents lors de la commande. Est-ce légal? Au moment où les personnes sont présentes, ouais, enfin, c'est que de la redite, hein, ce que vous faites est bien. Mais le problème, c'est que si vous faites la commande au 1er novembre, ou le 2 plutôt, puisque c'est fermé le 1er novembre, mais voilà, imaginons que vous faites la commande le 1er, enfin, le 2 novembre pour les avoir le 1er décembre. Donc, ouais, au 2 novembre, vous avez fait une commande, vous étiez 185, mais malheureusement, au 1er décembre, vous passez à 190. Vous avez 10 personnes qui se retrouvent le bec dans l'eau, vous allez devoir les dédommager de ce qu'ils n'auront pas, eux. Chèque vacances, non, ils les auront pas, mais en même temps, ils auront une contrepartie pour contrebalancer le mois effectif qu'ils ont dans l'entreprise. À défaut, ils n'ont pas de chèque vacances peut-être, mais il faut qu'ils aient un complément, une substitution pour pas qu'ils se sentent lésés. C'est la règle. Même si vous avez fait une commande par avance, c'est pas la règle d'avoir commandé par avance qui vous donne le droit de les exempter de leur avantage. C'est ça l'arrêt du 3 avril 2024. C'est exactement ça, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le même bénéfice que les autres parce qu'il est venu après les autres. Ça semblait logique, légitime et moralement acceptable, mais la Cour de cassation estimait que non, même s'il est venu après les autres, il a le droit à tous les avantages, quels qu'ils soient, avec évidemment une proportion gardée sur la rentabilité de chaque événement. Encore une fois, il est là depuis 3 semaines, c'est pas comme s'il était là depuis un an. Mais vous serez obligé de lui trouver un dédommagement. Je le répète, ce n'est pas possible de se dire j'ai commandé avant votre venue, tant pis pour vous. Non, il faudra le dédommager, pas en chèque vacances, mais en substituant. Merci Aziz. Ça va? Alors, il me reste très très peu de temps, hein, parce qu'à 13h30, moi-même, je devrais arrêter pour commencer autre chose, mais je vous prends quand même 3 minutes pour vous exposer la dernière partie des fêtes de fin d'année, les points de vigilance sur le sens de l'organisation, pour faire très simple. Je vous le dis parce que j'étais obligé. On ne peut pas aborder la fête de fin d'année, enfin, on ne peut pas aborder, pardonnez-moi, les ASC, les fêtes de fin d'année, sans aborder ces fêtes que vous organisez souvent en fin d'année. Écoutez, j'appelle votre attention sur le fait qu'un organisateur d'une manifestation engage sa responsabilité civile et pénale. Ça veut dire que si un accident se produit, c'est vous les fautifs. Donc, je vous demande 3 choses. La première, c'est que quand vous faites une manifestation, vous réfléchissez aux conséquences d'un accident qui pourrait résulter. Deuxièmement, c'est d'appeler votre agent d'assurance. Je rappelle que les assurances sont obligatoires, paiement par l'employeur pour les organisations de manifestations, déterminer comment vous êtes assuré, sous quel fondement, d'écouter les recommandations de votre agent. Si votre agent vous dit pour une fête de fin d'année, je refuse qu'il y ait de l'alcool, vous écoutez ce qu'il vous dit.
Parce que si vous laissez de l'alcool, ça veut dire qu'il ne vous dédommagera pas en cas d'accident, c'est logique. Et troisièmement, important, autant faire appel à des prestataires avec qui vous signez des contrats de transfert de responsabilité plutôt que faire appel à vous. Si lors d'une fête de fin d'année, vous décidez de faire verser de l'alcool, autant faire appel à un traiteur auprès duquel vous signez un transfert de responsabilité pour la consommation d'alcool, de manière à ce que si quelqu'un boit trop et s'accidente à cause d'un état d'ébriété, vous êtes exempté de responsabilité, vous aviez payé un prestataire pour faire la démarche. Pensez à ça, c'est très important. Petite remarque pour l'alcool, je rappelle que l'alcool n'est jamais obligatoire, même si je peux comprendre qu'une fête avec alcool, c'est mieux. Je rappelle que dans les faits, et gardez bien ça en tête, c'est très important. Vous avez le droit de faire un éthylotest si vous le voulez, même si l'employeur dans l'entreprise ne met pas d'éthylotest, c'est pas parce que l'employeur n'en met pas en place que que vous, CSE, vous n'avez pas le droit de le faire. Je rappelle que le règlement intérieur de l'entreprise n'est pas le règlement intérieur du CSE et encore moins le règlement intérieur d'une manifestation que vous orchestrez. Vous avez la mise à disposition des locaux professionnels à des fins d'organisation de fêtes. La fête que vous organisez, vous mettez les mesures de sécurité qui vous semblent justes, même si elles sont mesurées, même si elles sont, pardonnez-moi, majorées par rapport à ce qui se pratique habituellement dans l'entreprise. L'employeur n'a jamais demandé d'éthylotest, d'accord, mais vous organisez une fête sur le lieu de travail, vous voulez que l'éthylotest soit fait. Et l'employé est soumis à l'obligation de s'y prêter si l'invitation a fait état de l'obligation de faire un éthylotest avant de partir. Je rappelle que la bonne vieille méthode, c'est de transmettre les clés en arrivant et de faire un éthylotest s'il est négatif. Vous rendez les clés. Toutes ces règles sont préétablies dans l'invitation et au moins vous êtes dédommagé et responsabilisé en cas de besoin. Voilà. Merci beaucoup, Aziz. Il y a peut-être encore une ou deux questions là-dessus, au cas où. Ah bah j'en profite parce que en effet j'avais répondu à Emmanuel qu'on allait répondre à sa question un peu plus tard par email, Ouais, mais du coup s'il te reste un peu de temps pour une dernière question, on y c'était va. du coup une question d'Emmanuel. En effet, notre fonds est agrémenté à chaque fin de mois en fonction de la masse salariale du mois. Est-ce légal? Oui, ça c'est bien. C'est le mieux, hein. Il est alimenté chaque fin du mois en fonction de la masse salariale, c'est très juste. C'est la meilleure chose enfin, c'est la meilleure chose à faire. Le problème, c'est que ça nécessite une certaine, comment dire, élasticité budgétaire et une certaine capacité financière qui n'est pas simple. Donc, mais ça, c'est la meilleure démarche à faire. Elle n'est pas obligatoire parce qu'on peut aussi chercher à faire une rentabilité annuelle en fin d'année, réguler tout ça. Mais bon, si ça peut se faire tous les mois, c'est bien mieux. C'est ce qu'il faudrait faire normalement avec cet arrêt du 3 avril 2024 d'ailleurs, hein. Voilà. Bon bah super. Je vais te libérer du coup, Aziz, si tu as des impératifs. Il n'y a pas d'autres questions, sûr? Ah bah je sais, moi j'en avais en stock, si tu veux. Il y avait Franck Eh qui ben, se demandait en fait quelles sont les règles obligatoires sur lesquelles il faut être attentif dans l'octroi de paniers gourmands offerts à chaque salarié en fin d'année. alors, enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait comme difficulté à un panier gourmand. Fondamentalement, il y a trois risques. Le premier, c'est que le montant du panier soit démesuré. Donc, le montant, effectivement, du panier garni ne doit pas dépasser les 193 euros. Effectivement, si c'est pour la fête de fin d'année ou si c'est pour l'occasion de la fête des pères ou de la fête des mères ou de la fête du parent un ou 2, c'est souvent à ce moment-là qu'on verse ce cadoc. Enfin, c'est comme un chèque cadoc, hein, mais sauf que là, c'est en matériel. Donc, ouais, la règle, c'est pas dépasser les 193 euros. Et peut-être une mention particulière que j'appose sur la notion finalement du panier garni, faites attention à ce que vous y mettez. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les incompatibilités liées à des phénomènes dits de santé ou à des phénomènes dits de religion, voire à des finalités sociétales. Donc faites quand même attention. Moi, je trouve que le panier garni, c'est vachement dangereux en ce moment. Entre ceux qui ne boivent pas d'alcool, ceux qui ne mangent pas de porc, ceux qui ci, ceux qui ça. Je ne sais pas si le panier garni, c'est la bienvenue, en toute transparence. Après, vous avez aujourd'hui des paniers garnis complètement exemptés de tout repas et de tout élément, comment dire, consommable. Vous avez aujourd'hui des paniers garnis qui sont carrément autres, avec des savons, des choses comme telles. Attention aux véganes, vous me direz, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les vrais risques sont plutôt pour celles et ceux qui ont des incompatibilités alimentaires liées soit à un phénomène de maladie, soit à un phénomène de religion. C'est sur ces deux-là où il faut être vigilant. J'appelle votre attention notamment aux viandes de porc qui sont souvent débattues. Je vous rappelle que il existe un ouvrage qui s'appelle Quand la religion s'invite dans l'entreprise dans les éditions Fayard proposé par Denis Maillard en février 2000, non pardonnez-moi, c'était en novembre 2017, qui est un merveilleux guide qui vous relate un peu les phénomènes religieux qui peuvent rentrer en concomitance avec des événements organisés par le CSE et le fameux panier garni rentre en concomitance avec ce phénomène. Donc, je comprends l'événement et je comprends la volonté d'eux, mais faites attention. Je préfère alors à ce moment-là, plutôt que vous offriez des chocolats de fin d'année, plutôt qu'un panier garni qui, je le répète, est à double tranchant. Après, vous avez aussi, alors ça c'est quand vous vraiment voulez faire bien les choses, vous avez trois types de paniers garnis, vous en faites trois, hein. Un avec plutôt de la viande et de la charcuterie, un autre avec plutôt de l'alcool et un troisième plutôt avec du savon, des trucs un peu sobres. Et vous demandez aux salariés de se positionner le même montant pour chacun et puis vous collectez les avis de chacun. Pourquoi pas? C'est un peu plus lourd, mais ça peut se faire. C'est mieux à faire d'ailleurs.
Voilà. Merci Aziz pour ces précisions. Est-ce que tu as le temps pour une dernière question? Allez, on y va, une dernière. Alors, dédommagement possible en carte cadeau pour le prorata d'un salarié arrivé après inscription à ANCV. Alors, j'ai pas compris le début. Dédommagement Dédommagement. possible en carte cadeau, point d'interrogation. Ah Ensuite, oui, 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 en carte cadeau, c'est très bien. Dédommagement en carte cadeau a posteriori, effectivement, de l'aménagement NCV, c'est très, très bien. Oui, oui, bien sûr. C'est un équivalent budgétaire qui permet de contrebalancer la présence effective du collaborateur a posteriori de la livraison des ANCV. Il n'y a pas de souci. Les ANCV, c'est les chèques vacances hein, pour tout le monde. Hein. Donc voilà, pour le coup, il n'y a pas de stress. Hein. Bien sûr, tout moyen passera. Hein. Donc ça peut même être d'ailleurs le panier garni parfois, justement. Mais non, le chèque cadeau, c'est bien. C'est très, très bien. Parce qu'en général, voilà, je veux dire, s'il est là depuis un mois, à moins que le chèque vacances soit démesuré au niveau économique, mais ça, j'ai du mal à y croire. En général, hein, les moyennes de chèques vacances annuels en France, c'est 400 à 500 euros, grand, grand max, grand, grand max. Donc, s'il est là depuis moins d'un mois, il ne montera pas au-dessus de 100 euros. Hein. Donc, un chèque cadeau, ça ira très, très bien. merci beaucoup Aziz. On va Voilà. pouvoir clôturer le webinaire. Je vois que l'heure est arrivée. Oui, bah écoutez, ma foi, merci pour tout le monde, merci pour vos attentions respectives. Alors juste une précision, puisque je proposerai un autre webinaire et je tâcherai d'en proposer d'ailleurs d'autres en 2025, mais en tous les cas organisationnels déjà en 2024, vous avez un sujet qui, ma foi, est plus qu'important à suivre à mon sens, et ce sera le 17 décembre prochain, ce sera l'administration loyale de la preuve. Alors c'est vachement technique, mais c'est le moyen qui vous sera possible, enfin le moyen qui est déjà possible d'ailleurs, d'utiliser des preuves dites déloyales en matière de défense pour vos salariés, puisque je vous rappelle que CSE que vous êtes là aussi pour accompagner vos collaborateurs, notamment lors des entretiens préalables en vue d'un prononcé de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Et on a un arrêt, même une série d'arrêts d'ailleurs, parce qu'il y en a eu deux à la fin de l'année 2023, qui nous laisse supputer qu'un employeur peut utiliser une preuve dite déloyale dans l'administration de sa charge en vue de rapporter la preuve d'un licenciement basé sur une cause réelle et sérieuse, mais tout arrêt de ce type permet une ouverture d'esprit générale à toute autre démarche. Et donc, CSE que vous êtes, vous pourrez aussi utiliser ce qu'on appelle une administration de charge preuve déloyale lorsque, évidemment, les enjeux seront particulièrement importants. Imaginons un collaborateur qui fait preuve d'une sanction disciplinaire pour discrimination. Vous pourrez rapporter n'importe quelle preuve de la discrimination, quitte à enregistrer à son insu un employeur. Mais ça sera l'objet effectivement d'une expertise profonde que nous ferons, si vous le voulez bien, le 17 décembre prochain. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche à ce sujet. Et oui, en effet, c'est un webinaire qui s'annonce tout aussi intéressant que celui que tu viens de réaliser. Inutile de Palpitant. préciser que c'est le 17 décembre à 12h30. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation et pour vos questions qui ont permis de rendre vraiment ce webinaire très qualitatif et dynamique. Exact. Pour rappel, je vais vous envoyer le replay du webinaire, mais également le lien d'inscription si vous souhaitez participer à notre prochain webinaire, du coup, qui se tiendra le 17 décembre prochain. Merci à toi, Aziz, pour ton expertise et puis pour ce webinaire toujours aussi enrichissant et rempli de super conseils pratiques. Et on espère en tout Merci. cas que ce webinaire va vous aider. Merci Merci à beaucoup. toutes et à tous et à très Merci vite. bien. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.